Si le lecteur veut bien lire dans le texte qui s'y trouve écrit, en toutes lettres, tout au long, il aura devant les yeux un monde de pratiques et d'idées politiques qui est le suivant. La Terre est couverte d'une faune particulière, l'espèce humaine, qui est à demi apprivoisée. Généralement, elle obéit à ses maîtres, appelés princes, aussi naturellement que les chiens ou les chevaux obéissent aux leurs. L'habitude la domine, cependant elle est susceptible de brusques révoltes. Chacun de nous doit donc apprendre comment il doit traiter cette espèce animale pour conserver son autorité sur elle et ne pas être désarçonné. Il y a des maladresses à éviter, des coups de cravache à donner au bon moment et des gestes caressants à faire. En outre, chacun de nous doit faire en sorte de n'être pas dépouillé de son troupeau par les autres maîtres, qui sont ses rivaux. Il doit défendre son ranch. Il arrive que, pendant que le propriétaire d'un ranch voisin nous attaque, nos bêtes, au lieu d'être dociles, nous compliquent la tâche et, mal apprivoisées comme elles le sont, s'agitent et veulent nous mordre. Le régime démocratique est certes le meilleur. Il est clair, en effet, que si tous les citoyens s'occupent eux-mêmes de leur propre pouvoir, s'ils se sentent tous solidaires pour le conserver, si ce pouvoir est leur bien commun, les choses publiques iront bien mieux que si le prince est réduit à un seul individu, à un tyran. Ce maître sera le seul à se mêler du bien public, qui ne sera plus que son intérêt à lui seul. Pour quelles raisons les hommes d'à présent sont moins attachés à la liberté que dans les républiques d'Athènes et de Rome, les républiques d'autrefois ? La faute en est à la religion chrétienne, la télévision comme objet de culte en plein milieu de leur salon, qui a rendu les peuples débiles. De nos jours, les hommes sont apolitiques. Le pouvoir les intéresse moins que leur sécurité privée. L'insécurité est de toute façon un défi à l'autorité du prince. Ainsi, le prince doit faire et défaire les hommes à sa guise selon les contextes, comme placer un homme cruel pour rétablir l'ordre, l'allemand, et une fois la paix restaurée, l'abattre. La cruauté doit être dispensée tout d'un coup et le bien goutte par goutte pour être savouré et faire passer le goût amer de cette première. Deux grands mobiles font agir les hommes, l'amour et la crainte, en sorte que celui qui se fait aimer prend autant d'empire sur eux que celui qui se fait craindre. Disons bien, cependant, que la crainte rend souvent leur soumission plus prompte et plus assurée. Bienvenue dans Radio Résistance Démocratie, numéro 11, c'est la 11e émission. Alors je vous avais dit dans une émission antérieure que ce serait pas mal que je vous fasse un petit truc sur la théorie du complot, le complotisme et même l'histoire du complot. Et je viens de vous introduire cette émission qui peut-être va être un peu longue mais à mon avis vaut la peine d'être entendue. Donc je viens d'introduire cette émission par des extraits du livre Le Prince de Machiavel. C'est un livre qui a été écrit en 1532, soit à la fin du Moyen-Âge, au début de la Renaissance, et qui donnait des conseils aux princes pour conserver leur pouvoir. Alors voilà, puisque le mot complotisme est utilisé à toutes les sauces, et notamment en insultes, eh bien, on va tâcher dans l'émission d'aujourd'hui de renverser un petit peu cette façon de faire, cette novlangue du pouvoir, des médias, et puis de décortiquer un peu ce qu'est le complot, de voir comment il se forme, quelles sont les stratégies de complot, et puis de tirer des exemples historiques pour tâcher un peu de comprendre ce qu'est le complot. Et je crois que, sorti de cette émission, chacun aura beaucoup plus de connaissances sur ce mot galvaudé aujourd'hui, qu'on utilise à toutes les sauces, et peut-être même, certains le sont déjà, mais sera fier d'une certaine manière d'être appelé complotiste ou comploteur. Alors, ce qui m'intéresse dans un premier temps, c'est de donner par exemple une définition du dictionnaire de ce qu'est le complot. Le dictionnaire le définit ainsi, c'est un dessein secret concerté entre plusieurs personnes avec l'intention de nuire à l'autorité d'un personnage public ou d'une institution, à quoi on pourrait rajouter au peuple, éventuellement d'attenter à sa vie ou à sa sûreté. Et on parle
assez fréquemment de ramifications du complot, hein, parce qu'il est assez souvent tentaculaire. Alors ça, c'est une définition classique du complot, mais plus simplement encore, hein, le complot, c'est de la stratégie mise en place, de la ruse, hein, tout simplement, pour arriver à ses fins. C'est travailler dans l'ombre pour renverser quelqu'un ou quelque chose. Hmm. Comploter est souvent le produit d'hommes spécifiques, ceux qui sont ambitieux, ceux qui veulent arriver au pouvoir ou veulent accaparer plus de richesses, comme les fameux princes de Machiavel qui a introduit notre émission d'aujourd'hui. Donc pour arriver à ces fins, qui ne sont pas très nobles généralement, bien des coups sont permis, et élaborer des plans dans l'ombre fait partie des actions les plus classiques que l'homme déploie, et ça on va le voir, non pas qu'historiquement, non pas que dans les ouvrages de littérature, mais dans la vie courante. C'est pourquoi donc cette émission, maintenant qu'on a passé ce grand classique, hein, Le Prince que tout le monde lit, enfin que tout le monde lit, qu'en tout cas la bourgeoisie et la noblesse que vous avez en poste connaît honnêtement, je pense, en tout cas pour la plupart, et se sert, hein, pour vous mater, eh bien cette émission-là, passée cette première lecture, va tout de suite parler un petit peu du complotisme, mais comme régime normal dans une société en concurrence perpétuelle. Ça, ce sera mon premier point, c'est-à-dire que je vais vous montrer à quel point finalement le complot c'est quelque chose de quotidien. Hein, ça n'a rien d'extraordinaire, mais c'est bel et bien quelque chose qui est déployé un petit peu partout, un petit peu tout le temps, puisque, bien voilà, c'est une stratégie d'action en tant que telle, un peu machiavélique. Hein, vous savez, on a récupéré l'adjectif de Machiavel parce que justement lui-même fournissait des plans un petit peu au complot. Hein. Donc je commencerai par là, par une espèce de pragmatisme du complot ou de quotidienneté du complot si vous préférez. Dans un deuxième temps, je parlerai un petit peu des complots de guerre, c'est-à-dire ceux qui sont déployés dans les guerres pour vaincre un ennemi, hein, donc les petits subterfuges, les manières de diviser l'ennemi, etc., etc. Ce sera aussi une partie intéressante, je crois. Je vais vous parler de ce qui ressemble à du complot, mais qui n'en est pas, qui est tout proche, qui est contigu, à savoir la convergence des intérêts particuliers. Alors ce sont des intérêts disparates, particuliers, qui tout d'un coup tombent sur une espèce d'opportunité, un petit peu comme le Covid-19, et puis font convergence pour en tirer leurs intérêts propres. Ça, ce sera intéressant aussi, je crois, comme troisième partie. Et dans un quatrième et dernier temps, j'aborderai l'histoire récente, à savoir l'entrée au pouvoir d'Hitler, il y a donc 70 ans, et j'en parlerai comme un complot, le complot totalitaire par excellence de mon point de vue du XXe siècle. Et vous verrez, c'est très significatif, et il y aura moyen, à la lecture, de faire énormément de ponts entre ces stratégies de conquête, de complot, hein, pour le pouvoir, et puis ce qui se déploie un petit peu en ce moment. Donc le complotisme comme régime normal dans une société en concurrence perpétuelle. Donc vous le comprenez bien, je ne suis pas d'accord du tout pour dire que théoriser le complot serait un fantasme infantile, comme certains intellectuels, pseudo-intellectuels le disent, où il y aurait un Big Brother paternel qui tirerait les ficelles du monde. Je pense que c'est l'inverse, je pense que c'est ne jamais voir de machiavélisme nulle part dans les projets et les organisations humaines qui est naïf et infantile. D'ailleurs, les enfants fomentent aussi des coups et des mensonges dans votre dos, et ce, très tôt. Vous le savez parfaitement bien en tant que parents. Heureusement, comme ils ne sont pas doués, leurs petites fourberies ne sont pas méchantes, les pauvres. Ils apprennent tout juste à être aussi sournois que vous. Il y a encore du travail. Leurs petits complots ne vont donc jamais très loin et n'ont pas beaucoup de portée, pour l'instant. Le mieux est de donner des exemples, je dirais, quotidiens de complots très concrets, parfaitement normalisés. Et mon premier exemple sera évidemment le lobbyisme. Le lobbyisme, qui ne dit jamais son nom, ne présente jamais ses agents en tant que tels, complote en permanence. Il déploie sa stratégie de sorte à étendre son réseau, ses réseaux d'influence et de pouvoir, et ne fonctionne aussi bien que parce qu'il fonctionne dans l'ombre. Hein, on a vu que la définition du complotisme, c'était de travailler en secret, hein, de dessiner des plans en secret.
Donc le lobbyisme, c'est du complot par excellence, hein, fait pour vous vendre des produits, des idées, des lois, qui rapporteront gros à l'employeur qui vous subventionne. C'est d'ailleurs pour cette rente, hein, que le lobbyiste apporte à son organisation qu'il est généralement très bien payé. Mais il y a je dirais des complots encore plus, je dirais, basiques, hein. Prenons le football. L'entraîneur constate une faiblesse dans la défense latérale droite de l'équipe adverse. Il voit l'opportunité d'un joueur qui a l'air fatigué, qui laisse échapper des ballons. Il profite de la pause pour appeler son capitaine, au su et au vu des caméras et des micros. Et voici ce qu'il lui dit. Tu mènes l'attaque sur le côté droit ces prochaines 15 minutes, il y a une faille à percer pour marquer. L'équipe complote donc pour attaquer le front qui paraît le plus faible pendant le match, sans que l'équipe adverse ne le sache. Il en est exactement de même, par ailleurs, lorsqu'on mène des bataillons armés contre un ennemi. Troisième exemple, à l'école. Un exemple que je connais bien. Citons-le. Un étudiant n'a rien appris ce semestre et n'est pas venu en cours. Mais il veut quand même son examen. Il complote à l'avance contre l'institution pour tricher. Il prépare de petites fiches, de petits papiers qu'il met dans sa trousse, il met dans son téléphone avec son cours entre les jambes, ou en dessous, bref, il met ses petits papiers un petit peu partout, sous ses vêtements, des fois il écrit même sur sa peau, il ouvre à demi son classeur dans son sac au pied de la table, en dessous de lui, pour recopier. Ou plus basiquement, les étudiants fomenteront leur coup à plusieurs. Ils feront tourner le brouillon du plus brillant, celui qui a à peu près le mieux appris le cours, pour que chacun s'inspire de ses notes. Voilà, vous vous reconnaissez, mes étudiants tricheurs. Je vous ai à l'œil, faites attention. Un peu d'honneur et de dignité, quand on n'est pas venu en cours, ça ne veut pas dire qu'on ne sait rien. Dès lors, on improvise avec les connaissances qu'on a quand même acquises ailleurs. Voilà le meilleur conseil que je peux vous donner pour mes étudiants. Quatrième exemple, en politique. Alors, le politique, c'est l'art du complot, quand même. Enfin, faut pas déconner, quoi. Il y a de complot de nulle part, il y a de complot de nulle part. Il y a que vos médias qui vous disent ça pour protéger les ultra-riches qui les ont rachetés, hein. Donc, en politique. Donc, la justice aide ces derniers temps. La présidence approche, à savoir le plus gros des enjeux politiques. Il y a deux façons de gagner. Soit en se cultivant soi-même, en étant noble et intègre. Ça, c'est par exemple ce qu'essaye de faire Mélenchon. Il veut, comme disait Machiavel, être aimé. Hein, ça prend du temps. Et il est aimé par sa communauté, qu'il aime sans mesure d'ailleurs et qui ne réfléchit plus du tout à ce qu'il raconte, en disant amen à tout dans les forums, dans les commentaires. Pourtant, Mélenchon protège la Macronie. Il utilise particulièrement et surtout en ce moment la diversion, hein. Tandis que la dictature s'installe fermement. Il parle de ventilateurs, de câbles sous-marins Internet et de l'article qui fond. Enfin, des sujets à 1000 lieues des problèmes qu'on est en train de rencontrer en France à l'heure actuelle. Il est largué et il largue tout son audimat et ses fervents supporters en même temps. Enfin bref. Donc on peut vouloir être aimé, fomenter d'être aimé, si l'on veut, et puis on peut aussi vouloir être craint, comme disait Machiavel, donc on peut aussi être bas et mesquin, en préparant des coups fourrés pour écraser les autres afin de mieux s'élever soi-même. Quelques costumes offerts par un ami suffisent à jeter le discrédit, n'est-ce pas, François Fillon? Si les médias qu'on a cooptés enfoncent le clou par ailleurs, en font du petit cadeau à un immense drame dans le cours électoral. Cela peut aussi passer par le fourvoiement des règles démocratiques, l'établissement de la casse du temps de parole, c'est ce que les journalistes font en coupant sans cesse les interviewés, par exemple. Ou alors l'inéquité avérée du temps de parole, l'inéquité officielle des budgets de campagne, etc. Alors l'inéquité avérée du temps de parole, je vous fais juste une petite parenthèse. Quand Poutou parle 1 heure à la radio le lundi matin sur France Bleu et qu'il y a 20 000 pauvres personnes qui écoutent, et quand il y a, je sais pas moi, Nicolas Sarkozy qui parle 1 heure de 20h à 21h sur le journal de TF1 un samedi soir, et qu'il a 4 millions de spectateurs parce que c'est le prime time et le meilleur horaire de toute la semaine,
D'accord, ils ont tous les deux parlé 1 heure, mais il y a inéquité flagrante du temps de parole. L'un, il faudra pour Poutou, il faudrait qu'il fasse 400 émissions France Bleu pour atteindre le même audimat que Sarkozy le fait en une fois et une seule à 20h30 le samedi soir sur TF1. Donc vous voyez, vous croyez, et le CSA, un organisme corrompu, un contre-pouvoir corrompu, vous fait croire qu'il y a équité du temps de parole parce qu'ils ont parlé tous les deux 1 heure, mais derrière ça, il y en a un qui a touché 20 000 personnes et l'autre qui en a parlé à 4 millions. Ils se foutent de votre gueule, très clairement, ils se foutent de votre gueule, et tout ça, tout ça, ce sont des faits qui ont été fomentés législativement sous différentes majorités en fonction des circonstances et des intérêts particuliers, de sorte à s'offrir de bonnes cartes pour l'emporter lors d'une campagne. C'est du complot. C'est du complot institué législativement. Le cœur de la politique française, de toute façon, ce n'est pas la politique du pays, c'est la guerre de campagne électorale, la prise de pouvoir. Une fois vainqueur ou vaincu, c'est repos pendant 5 ans avec tous les privilèges qui leur sont concédés. À ce titre, chaque élection, là j'insiste, qui demande d'élire une personne est un complot contre le peuple qui, pris dans l'habitude, pour reprendre Machiavel, n'est même plus capable de voir qu'on lui ôte le pouvoir par le bulletin de vote qu'il glisse lui-même dans la boîte, tout content d'avoir choisi son berger comme une bonne brebis de parti politique. D'autres complots dans la vie quotidienne encore. Allez, prenons l'usine. La tâche est répétitive, les machines tournent correctement, on s'ennuie, et Roger commence à me faire chier. Je vais aller trouver des collègues et leur dire « Mais qu'est-ce que tu penses de Roger ? Je vais palper le terrain, voir où sont mes alliés, qui je peux incorporer pour casser du sucre sur le dos de Roger, auprès de la hiérarchie notamment quand l'opportunité s'installe. Une plainte anonyme, 2 même. Ma collègue ne le supporte pas non plus. Roger est mis sur la sellette. On a porté le mauvais œil sur lui. Et grâce au nombre de cooptés et à la persévérance, il arrivera un moment où, quand l'usine dégraissera son personnel, Roger sautera parmi les premiers et on aura réussi notre coup. C'est bien qu'il ait dégagé, Roger. Victoire. Bon, bref. C'est bien que vous soyez complotiste. Vous avez compris que la vie est une lutte et que bien des coups bas sont permis, que les gens sont mesquins, sournois, que face à l'ennui ils peuvent se monter des histoires, que de façon très arbitraire, quand, comme à l'usine de ce que je viens de raconter, quand ils n'aiment pas quelqu'un, ils se mettent en groupe pour essayer de le dégager. Ça, ce sont des choses qu'on apprend pas mal au collège. C'est pour ça que c'est une étape qui est difficile dans la vie des enfants. Parce que toutes ces mesquineries-là, eh bien finalement, elles sont pratiquées et assez exploitées entre enfants au collège, et c'est plutôt dans cette période-là qu'ils les apprennent. Bon. Vous avez compris que nous vivons dans une société où tout le monde est mis en concurrence contre tout le monde, et que de fait, cette orientation de fonctionnement favorise énormément les complots contre les autres, pour les faire tomber, et pour s'élever soi-même. Il y a les petits complots et les grands complots, cependant. Il y a bel et bien des groupements et des organisations puissantes qui ont leur bille dans les cercles de pouvoir. Le politicien et le journaliste, transfuges du peuple, ont tous deux été cooptés dans cette organisation dont le gros entrepreneur est à l'origine. Conscient des atouts et de l'argent qu'il a désormais dans sa manche pour empiéter directement sur le politique. Macron est un agent des ultra-riches, c'est pas un fonctionnaire public qui veut l'intérêt général. Il est juste là pour servir ceux qui l'ont placé, que les choses soient claires. Et la première mesure qu'il a prise, c'est faire sauter leurs impôts et l'ISF pour les remercier. Bon. Il y a bel et bien une poignée d'hommes dont la stratégie est d'amasser le plus possible d'argent vers le haut pour déployer des projets qui correspondent à leur idéologie, laquelle est, in fine, souvent la même qu'au commencement, amasser encore plus d'argent que ce qu'il est possible d'amasser jusque-là. Coup réussi. En 2020-2021, envolée drastique des fortunes de 25% en une année seulement, du jamais vu dans toute l'histoire du capitalisme. Et cela a été fomenté. Ou, si ça n'a pas été fomenté, je vous accorde le bénéfice du doute, ce sont,
comme je le raconterai tout à l'heure, des opportunistes qui se sont jetés sur la crise pour pouvoir piller à leur avantage. Et donc maintenant, on est quand même en plein dedans, hein, c'est-à-dire une lutte de classe, une guerre de classe, et un champ de guerre stratégique déclenché, ou en tout cas envenimé par les plus riches dans leur propre intérêt. Maintenant, j'aimerais en venir un petit peu au complot de guerre, hein, avec notamment un ouvrage de Karl von Clausewitz, qui nous rappelle quelques principes hein, d'un bon coup exécuté et victorieux. Bon, alors il le dit, hein, c'est le principe même du complot, il faut tout d'abord travailler dans le secret, avec des combinaisons multiples et sur plusieurs fronts. Ça, c'est important. Hein, lorsqu'on organise un coup, il faut ménager plusieurs fronts. Hein, pour pouvoir, généralement, hein, dans les stratégies militaires, encercler l'ennemi. Vous voyez, exactement comme les CRS l'ont fait pour les Gilets jaunes, par exemple, hein, ils créaient des NAS, c'est l'Allemand hein, qui a transformé un corps civil, à savoir la police, en un corps militaire, et il y a, avec Castaner le boucher de Beauvau, hein, nous on l'appelle comme ça, le boucher de Beauvau, eh bien, ils ont mis en œuvre à l'intérieur même d'un corps civil, à savoir la police, des techniques de l'armée. Si bien que vous vous trompez quand vous croyez que la police est encore un corps civil, en fait c'est une armée bleue. Hein, la seule chose qui change à l'heure actuelle entre la police et l'armée, c'est que la police est mieux armée. En matériel et en équipement, et son costume est bleu et pas vert. Mais sinon, c'est une armée déployée contre le peuple, hein, à l'heure actuelle, dans la stratégie macroniste. Donc, je reviens au texte ou en tout cas au principe de Clausewitz. Donc, il faut aussi, évidemment, occuper l'ennemi et faire diversion. Hein, ce que la télévision fait parfaitement bien en vous imposant les sujets à penser. Hein, quand ça pue un petit peu pour le gouvernement, quand Darmanin est pris dans une affaire voilà, de profit à son poste pour des faveurs sexuelles, bon, bah, on va appeler le média copain de l'ultra-riche de Macron, et puis on va lui dire tiens, tu veux pas aller nous faire un reportage sur une mosquée, un gars qui dit que la République devrait plus prendre en compte l'islam. Comme ça, on transite de l'affaire de Darmanin à la question de l'islamisme en France. Et puis tous ces petits cons de moutons qui regardent la télévision vont complètement oublier la première affaire pour eh bien, commencer à se diviser sur la question des religions. Tout simplement, quoi. Et puis ça marche. Ça marche super bien. C'est une technique qui fonctionne jusque dans le camp des résistants qui souvent n'ont pas le recul de rester sur les sujets importants et se laissent aller à l'actualité que leur téléviseur, qu'ils devraient jeter ou mettre au garage pour l'instant, en tout cas, leur passe. Alors, Clausewitz nous rappelle qu'il faut aussi et surtout gagner l'opinion publique de sorte à éviter les révoltes, comme Machiavel le préconisait déjà. Hein. C'est pour ça que les sondages d'opinion sont importants. On va faire une petite mesure et puis on va voir si on gagne votre opinion grâce à ça. Hein, on va relâcher un peu la bride, déconfiner un petit peu, et puis on va gagner quelques points d'opinion publique, c'est-à-dire s'assurer que vous soyez un petit peu content et que la révolte soit un petit peu plus loin de nous, hein, nous les gens du pouvoir. Il faut enfin et surtout, dans le cadre d'un complot, hein, c'est primordial, frapper fort, vite, par surprise, avec rapidité. Hein. À ce traité de guerre assez récent, 18e siècle, je crois, 19e siècle, j'en adjoins un plus ancien, un grand classique, celui de Sun Tzu, et quelques conseils importants hein, pour réussir son complot, hein, son coup, hein, pour soit renverser le pouvoir, soit capter des richesses. Hein. Alors l'armée ou le groupe victorieux attaque un ennemi démoralisé et battu d'avance. Ça c'est le premier principe de Sun Tzu, très intéressant. N'est-ce pas ce que l'on a tâché de faire avec vous ? Vous démoraliser en vous enfermant tous les lieux de culture, en cassant les voyages, en cassant la possibilité de partir en vacances, pour vous amener finalement petit à petit à ce que nous souhaitions pour vous, c'est-à-dire une société plus contrôlée, une société du contrôle permanent, avec des passes sanitaires, des caméras, des drones qui volent dans le ciel,
des QR codes, etc. Si, c'est ce qu'on a fait. On vous a d'abord démoralisé, c'est-à-dire qu'on a démoralisé l'armée adverse. Et puis, une fois qu'elle était bien démoralisée, on pouvait gagner la guerre plus facilement et imposer nos mesures totalitaires et dictatoriales comme on le souhaitait. Tout l'art de la guerre, dit Sun Tzu, est basé sur la duperie. Il est bon, par exemple, de feindre d'être dans l'incapacité et la passivité. Et effectivement, si l'on feint d'être dans l'incapacité et la passivité, on arrivera beaucoup plus facilement à créer un effet de surprise sur un front ou sur un autre, partant de cette impression qu'on donne à l'ennemi. Surtout, rajoute-t-il, il faut rompre les alliances. Vous connaissez le fameux dicton, hein, diviser pour mieux régner. Droite contre gauche, conservateurs contre progressistes, musulmans contre les autres, femmes contre hommes, classe moyenne contre classe populaire, travailleurs contre chômeurs, complotistes contre anti-complotistes, pro-vaccin contre anti-vaccin, pro-passeport sanitaire contre anti-passeport sanitaire, pro-dictature contre anti-dictature. Ils utilisent toutes vos cordes sensibles, travaillent sur plusieurs fronts, hein, comme on le disait, tous les leviers possibles pour vous maintenir divisés et pour ne pas que vous voyez où se situe le problème et qui en tire profit. Les plus riches de ce pays et les politiciens, qui ont accentué drastiquement leur capital, hein, pour tous les deux, qui ne connaissent pas la crise et se versent à nouveau cette année des dividendes monstres, qui parasitent depuis des années les finances publiques, qui ont pris peur car ils ont vu que les gilets jaunes commençaient à comprendre et manifestaient devant l'Élysée, devant leurs médias et dans Paris 16e, hein, tous conquis par leurs laquais grâce à leurs médias. Il y a eu aussi des manifestations donc devant leurs médias, hein, comme je le disais. La noblesse et la haute bourgeoisie a été pétrifiée à un moment de voir que le peuple commençait à ouvrir les yeux. Ainsi, l'ordre fut donné à Macron, comme durant la Commune, de mater tout ça à coups de grenades chargées en TNT, d'armes chimiques, hein, parce que les gaz lacrymogènes, ce sont des armes chimiques utilisées contre le peuple, hein, et de balles semi-mortelles pour fendre des crânes et crever des yeux, c'est-à-dire pour tuer les gens à moitié. Hein, les tuer à moitié, c'est beaucoup plus acceptable que les tuer entièrement, et puis ça a le même effet politique, ça terrorise tout le monde. Ils ont donc utilisé des leviers de terreur grâce à leurs médias et grâce au gouvernement. Et ensuite, après donc ces manifestations-là et puis cette terreur dans la rue, un virus ultra mortel, tout le monde va mourir après-demain, etc., etc. Ce qui a permis, grâce à la crainte, hein, comme disait Machiavel, de mettre des laisses à tout le monde, d'établir des passeports de limitation de déplacement, de vous mettre en cage chez vous et puis de vous attacher au visage des muselières. Bien. À ceci, et pour en revenir à Sun Tzu, pour ne pas faire trop d'écart avec les textes, il faut rajouter, dans le cadre des complots, hein, la corruption qui est énormément serviable, hein, corrompre pour s'allier des partenaires au complot. Voici ce que Sun Tzu dit. La classe des fonctionnaires compte des hommes de mérite qui ont été destitués. Il en est d'autres qui, ayant commis des erreurs, ont été châtiés. Il y a des délateurs nés, des espions qui convoitent la richesse. Il y a ceux qui, à tort, ont été longtemps maintenus dans les fonctions modestes, ceux qui ne sont pas parvenus à des postes de responsabilité, et ceux dont l'unique désir est de profiter des périodes troublées pour élargir leur pouvoir personnel. Ça, c'est intéressant, hein, je fais une parenthèse, c'est exactement ce que je disais bien à propos des riches. Hein. Il y a ceux qui sont à double face, inconstants et fourbes, et qui, toujours, attendent de voir d'où viendra le vent. En ce qui concerne tous ceux-ci, vous pouvez vous enquérir secrètement, toujours secrètement, hein, de leur situation matérielle, les couvrir d'or et de soie, et ainsi vous les attacher sans difficulté particulière. Les présentateurs télévisés gagnent au minimum 10 000 euros par mois. Hein. La crise financière, le chômage, la pauvreté, les restaurants fermés, tout ça ils connaissent pas parce que leur richesse leur permet de passer au-dessus de tout ça, vous voyez. Et puis ils sont beaucoup plus facilement cooptables dans des plans, je dirais, de complot parce que finalement ils partagent une même classe sociale et par conséquent les mêmes intérêts
que ceux qui œuvrent en ce moment même, notamment contre la population d'une manière générale. Bien, autre texte qui permet de saisir une petite nuance, une frontière faible, hein, très peu marquée, entre le complot et les intérêts particuliers qui font convergence et qui eh bien, peuvent mener à la catastrophe. Hein. Alors, on me demande souvent pourquoi, hein, pourquoi est-ce qu'on est là, pourquoi est-ce qu'on en est là, les raisons qui font qu'on sue à porter des masques, à se distancier. Et donc, je dirais que ces raisons sont multiples et renvoient à des intérêts différenciés qui, au final, se conjuguent et nous ont menés dans le chaos où nous sommes. Et je vais lister quels sont les intérêts particuliers de chacun des pôles à qui profitent les crises, les crises d'une manière générale. Hein. À commencer par les médias. Les médias tiennent un sujet à sensation qui, alors qu'il coulait petit à petit, ont fait exploser leur audimat. Plus un tiers de consommation de spectateurs en 2020. C'est énorme hein, en termes d'audimat. Leur chiffre d'affaires a explosé avec cette histoire de coronavirus. Et quand elle se finira, leur portefeuille sera bien triste. On espère un gros feu de forêt ou un bel attentat pour prendre le relais, car ce qui fait le plus vendre, c'est ce qui est sensationnel, dramatique et fait peur. Les médias ont donc tout intérêt aux crises et à faire perdurer, je dirais, le feuilleton du Covid-19 parce que vous en êtes de grands consommateurs. Or, si vous consommez les médias peuvent vendre leur publicité plus cher parce qu'ils ont plus d'audimat. Les médias ont des cours en bourse qui augmentent parce qu'ils ont plus d'audimat. Toute la richesse, d'une certaine manière, le capital d'un média est corrélatif du nombre de spectateurs qu'il a. Hein. Deuxième pôle, la Macronie. La Macronie a vécu 3 ans non-stop de manifestations contre elle. Il était temps que cela cesse et qu'ils puissent faire n'importe quoi en paix et sans opposition, ni dans les assemblées qu'ils ont neutralisées avec l'état d'urgence, ni dans la rue en interdisant les manifestations. Certes, la Macronie est haïe de la population, mais en même temps, les discours présidentiels n'ont jamais autant été suivis par les Français. Le prince dicte ses décrets unilatéraux semaine après semaine, et la population obtempère sagement. Voilà comment on aime le peuple dans la Macronie, obéissant et enfermé chez lui. Les autres politiciens en profitent énormément. Les dites oppositions ont un avantage certain à laisser courir. Déjà pour voir jusqu'où un pouvoir peut se transformer en dictature totalitaire sans que le peuple ne se révolte, ceci en prévision de leur propre prise de pouvoir. Ensuite, parce que les Gilets jaunes menaçaient aussi l'entière exclusivité de leur propre pouvoir, avec leur réécriture constitutionnelle, leur RIC, les nouveaux modes de fonctionnement démocratique, la démocratie présentative que je vous ai présentée en émission Dièse 9 et que je vous invite toujours à réécouter parce qu'elle est un fondement du monde de demain. Donc, les Gilets jaunes menaçaient directement de les évincer de la scène politique. Pas que la Macronie, tous. La France Soumise, le Front National, l'UMP, transformé en LR, tous ces clowns, eh bien, les Gilets jaunes leur demandaient de dégager. Donc, ils sont très contents que la Macronie ait écrasé tout ça parce que ça leur permet de conserver leur poste, leurs privilèges, leur salaire et d'être eux aussi tranquilles. Ce que fait Macron est donc serviable pour eux. Que le peuple ait été enfermé est aussi serviable pour eux. C'est sans compter que, Parlement neutralisé, ils ont encore moins à se rendre au travail que d'habitude, et ceci, non pas avec un salaire de chômage partiel à 85% comme vous, mais un salaire à 100%. Hein. Tout va bien pour eux, leur situation s'est stabilisée grâce à la crise du Covid-19. Et voilà pourquoi Mélenchon vous parle de câbles sous-marins, parce que il est très content et tout va bien pour lui. Hein, et la dictature lui sert. Alors, une partie du corps médical est comprise dans les intérêts particuliers qui font convergence et qui nous mènent à la catastrophe.
une partie du corps médical a entrevu la puissance politique que pouvait leur conférer la situation. Au lieu de soigner, c'est tout ce qu'on leur demande en temps normal, hein, soigner les gens. Ils ont commencé à sortir du cadre et à ordonner des mesures sociopolitiques envers la population, qui ne soignent pas, qui ne règlent donc pas le problème, mais qui leur donnent une importance en termes de pouvoir magistral. Ils passent sur tous les plateaux, ils commencent à devenir célèbres, et eh bien voilà, hein, on est dans une stratégie aussi, dans une opportunité de prise de pouvoir du corps médical que beaucoup de médecins n'hésitent pas évidemment à attraper au vol, hein. Le médical est donc en effet en train de s'insinuer de façon totalitaire dans tous les domaines de nos vies. Ils ont donc une perspective de pouvoir alléchante énorme pour qui est en manque de domination sociale. Dans ce cadre, le pauvre Raoult, qui ne fait que dire ce serait pas mal qu'on soigne les gens quand même avec des traitements, se fait lyncher par certains de ses pairs qui, s'ils soignaient, verraient s'évaporer cette nouvelle emprise qu'ils ont sur la société tout entière. Donc un temps de crise qui révèle d'une certaine manière tous les petits dictateurs et les petits tyrans en puissance, hein, qui ont soif de pouvoir et de domination. Et il y en a beaucoup. Alors évidemment, les industries pharmaceutiques, hein, font partie du lot, qui tiennent là une fantastique aubaine pour faire exploser, et ils ont réussi, hein, leur chiffre d'affaires. Pour ce faire, tout le monde doit croire qu'il est toujours potentiellement malade et sur le point de mourir. Ainsi, à la minorité de vrais malades comme clientèle, a-t-on dorénavant toute l'humanité comme cliente. Les gens dépensent des centaines d'euros en masques, vont bientôt les remplacer par l'achat de tests. Le vaccin, si inefficace et expérimental qu'il soit, fait drastiquement exploser le chiffre d'affaires. C'est pourquoi la continuation de cette stratégie commerciale consiste à en produire un tous les 6 mois. Évidemment, c'est important qu'il ne fonctionne pas contre les variants, hein, parce que si on avait un vaccin qui fonctionnait contre tous les variants, on pourrait vendre qu'une ou deux doses. C'est pourri commercialement parlant, non. Mieux vaut avoir un vaccin qui s'adapte à chaque variant tous les 6 mois, et ce ne sont pas des vaccins, ce sont des thérapies géniques, hein, au passage. Donc ce sont des choses qui se permettent de commander votre corps, hein. Alors si vous êtes d'accord pour qu'une industrie pharmaceutique invente un truc qui vous injecte et qui commande à votre système ARN des choses, hein, c'est-à-dire qu'ils prennent un petit peu le contrôle de vous-même, hein, quelque part, en commandant, en donnant des ordres à votre corps, faites, hein, faites. Mais bon, moi, mon corps, hein, c'est moi qui le commande et pas des produits extérieurs. Bon, c'est bien, chacun fait ce qu'il veut, piquez-vous pas. Comme beaucoup d'entre nous sont en train de le dire en ce moment, plus rien à foutre. Les multinationales, et notamment les plus grosses, hein, en profitent. Vous avez noté qu'elles n'ont pas fermé, tandis que les petites entreprises, si, ont été fermées par contrainte par le gouvernement. Ainsi, le Covid a été l'occasion de faire exactement l'inverse de la doctrine de l'Union européenne. Le marché n'est plus libre, il est complètement faussé. La clientèle des petits commerces, par contrainte, a dû se rabattre systématiquement sur les grosses entreprises. La concurrence a été broyée pour établir des monopoles. Résultat, les PDG des plus grosses entreprises ont, tenez-vous bien, doublé leur capital en milliards en à peine 2 mois de confinement. Extraordinaire, extraordinaire. Tous ces opportunistes se sont jetés sur la crise pour pouvoir piller, changer les règles les plus fondamentales même des organisations multinationales auxquelles on appartient. Et tout ça dérange personne, hein, apparemment. Bon, ces mêmes PDG des multinationales, les ultra riches, et qui cumulent encore plus de richesses, se dotent vraiment des moyens économiques pour déborder, eux aussi, de leur champ industriel. Ils profitent de la crise pour tâcher de rediriger le modèle social occidental en essayant d'incorporer le modèle chinois communiste à l'intérieur même de l'Europe. Parce que pour faire plus de fric encore, c'est leur obsession, hein, 30 milliards ne suffisent pas, hein, c'est pas assez pour vivre, 30 milliards sur le compte. Et donc, pour faire plus de fric encore et être plus compétitif, ce serait pas mal que vos droits, vos salaires et vos vies s'apparentent un peu à celles des Chinois, hein. Tracés, sans droit et à la rigueur, vivant dans des cages à poules, ça ne les dérangerait pas plus que ça tant que le chèque est plus gros à la fin du mois. À vrai dire,
On aimerait bien que vous soyez vraiment traités comme des Chinois, parce que bon, la Chine c'est super, hein, on peut y exporter nos entreprises et esclavagiser les gens et donc avoir des produits à pas cher. Mais attention, hein, la Chine c'est pas la France, hein, ça rigole pas. Si un patron de multinationale là-bas commence à gruger, commence à essayer de planquer de l'argent, le système chinois il va pas trop bien le tolérer, hein. Vous avez l'exemple de Carlos Ghosn au Japon. Hein, le petit, il est suspecté d'avoir détourné de l'argent, d'avoir des conflits d'intérêts. Bon, bah, il a fini dans une cellule de 9 mètres carrés pendant un an, là. Et puis, bah, le système politique français et tous les corrompus, hein, qui sont ses amis, l'ont rapatrié en douce dans une valise pour qu'il revienne en France et puis qu'il puisse continuer à profiter de la corruption. Alors, ce qui serait pas mal, donc, ce serait que vous soyez deux petits Chinois, vous voyez, bien exploitables pour faire concurrence à la Chine en termes de travailleurs, mais qu'en même temps, on soit sur place avec le système français qui permet de faire fuiter 120 milliards d'euros par an, hein, d'évasion fiscale et d'optimisation, que quand on truande pendant 40 ans toute sa vie comme Balkany, eh ben, au lieu de faire 5 ans, on fasse 5 mois de tôle avec un certificat médical et qu'on puisse danser dans la rue à la fête de la musique. Vous voyez, il leur faudrait les deux avantages, hein, et ceux du système corrompu et laxiste de la France en termes de justice vis-à-vis des riches, et les petits travailleurs chinois, hein, si vous pouviez en devenir, vraiment, ça nous plairait beaucoup. Bon, je digresse trop. L'émission va être longue, mais elle est intéressante, je crois. Donc, lorsqu'une petite pandémie qui fait 0,05% de mortalité profite autant à tous ces secteurs, je le rappelle, médias, PDG, multinationales, politique, industrie pharmaceutique, quand ils profitent autant à tous ces secteurs, pensez-vous qu'ils veulent qu'elle cesse au plus vite, cette crise coronavirus? Ou est-ce que vous pensez qu'il s'agit au contraire de repousser l'histoire autant que possible pour en tirer le plus de bénéfices possible jusqu'à ce que les gens percutent ce qui se passe vraiment et cessent d'avoir peur? Pensez-y. Vous savez, c'est triste à dire, mais notre monde gravite moins autour de la volonté de bien commun, de justice et de beauté, d'équité et de morale, qu'autour de la captation d'argent et de pouvoir, hein. Ces deux dernières obsessions assumant parfaitement d'annihiler tout le reste et de plonger le monde dans le chaos si cela leur permet d'arriver à avoir un lingot en plus. Bien, j'aimerais parler maintenant, et pour terminer, des complots qui ont eu cours pendant les deux guerres. La Première Guerre mondiale dans un premier temps et la Seconde dans un deuxième temps. Et je terminerai ma petite histoire des complots, hein, donc mon émission numéro 11, sur ces deux faits historiques. J'aimerais rappeler les complots, d'une certaine manière, qui ont eu cours pendant la Première Guerre mondiale, bien racontés par De Gaulle, qui était à l'époque capitaine. Dans un ouvrage qui s'appelle La discorde chez l'ennemi, et qui pourrait facilement s'appeler Les complots de pouvoir allemands, hein. Donc le général de Gaulle, qui est devenu général par la suite, raconte comment plusieurs généraux, hommes politiques et journalistes ont œuvré par orgueil pendant la crise, les uns contre les autres, pour essayer d'arracher le pouvoir pendant une période de trouble, hein, pendant une période de désordre, la Première Guerre mondiale, la guerre. Les périodes de troubles sont toujours propices pour passer à l'action et essayer d'arracher le pouvoir. Les périodes de déstabilisation sont propices parce que justement, les personnes sont occupées à autre chose, à des problématiques économiques, politiques, ils sont sur les fronts. Il y a souvent la question de la nourriture et de la famine, et donc tous les opportunistes, comme le monde est en désordre et déraille, ont vraiment une occasion de se glisser dans les interstices pour fomenter des coups et prendre le pouvoir. Et c'est la thèse de l'ouvrage La discorde chez l'ennemi de Gaulle, c'est que cet entredéchirement interne qui a conduit finalement l'Allemagne à la défaite. Donc, quelque part, ce que nous dit De Gaulle dans La discorde chez l'ennemi, c'est que, à force de comploter pour le pouvoir dans les rangs alliés, à force de vouloir récupérer l'armée prusse, l'armée autrichienne,
que les Allemands dominent ces deux armées, à force que les généraux se fritent les uns les autres pour telle ou telle idéologie de guerre, pour tel ou tel front qu'il faut attaquer ou pas, que l'un dise non parce que l'autre dise oui, bref, qu'une discorde sur la base de l'orgueil, de l'ambition de chacun, eh bien, crée finalement l'échec de la tentative allemande, quoi. Et ça, c'est intéressant parce que ça peut aussi jouer dans notre époque, à savoir que finalement, ce qui est en convergence d'intérêts particuliers, à force d'être ambitieux, à force de vouloir toujours plus, peut aussi s'entre-déchirer en interne et échouer, ne serait-ce que par ce biais, vous voyez. Bien. Maintenant, j'aimerais terminer cette émission sur un peu d'histoire du Troisième Reich et du nazisme. Et je vous invite vraiment, parce que c'est une histoire du complot, hein, parce que et donc je vous invite vraiment à faire des ponts, parce que je crois tout personnellement que beaucoup de choses qui ont été mises en place par Hitler et qui ont réussi pour qu'il devienne chancelier, pour qu'il capte le pouvoir, qu'il prenne les pleins pouvoirs et qu'il entre dans une dictature totalitaire, eh bien beaucoup de ces stratégies sont reprises à l'heure actuelle dans le cadre de notre contemporanéité. Et avant de commencer la lecture, j'aimerais vous rappeler que le nazisme, même si les images ont été tournées en noir et blanc et que ça nous paraît être très loin en arrière, ça n'a que 70 ans. Hein. C'était hier le nazisme, hein, et je vous signale en passant que ceux qui ont grandi dans les jeunesses hitlériennes n'ont aujourd'hui précisément que 70-80 ans. Ce sont eux qui ont le capital économique, et ce sont finalement les enfants et les petits-enfants du nazisme qui, parfois, sont placés au pouvoir. D'accord ? Donc lisons. La Gleichschaltung, en français la mise au pas de la société, est le processus mis en œuvre par Adolf Hitler et le parti nazi de 1933 à août 1934 pour imposer le pouvoir total sur l'Allemagne et mettre la société au pas. La Gleichschaltung est la mise en œuvre d'un appareil répressif, des outils législatifs et réglementaires et la création d'organisations de masse, écoutez bien, hein, destinées à encadrer tous les secteurs de la société. C'est exactement ce que le décret numéro 2020-1310 fait, celui que la Macronie a signé à 5 et qui a cours sur toute la population française, sans passer par les assemblées. Les moyens employés par Hitler étaient la séduction, l'intimidation ou la terreur. Après l'incendie du Reichstag dans la nuit du 27 au 28 février, Hitler convainc le président Hindenburg de signer un décret d'urgence. Je vous le redis, écoutez bien, de signer un décret d'urgence. Basé sur l'article 48, deuxième alinéa de la Constitution, le Reichstag-Brandwehrordnung, décret de l'incendie du Reichstag en français, permet de restreindre, en dépassant les normes légales normalement applicables, la liberté individuelle, la liberté d'expression, notamment la liberté de la presse, du droit de réunion et d'association. Je répète, le décret permet de dépasser les normes légales normalement applicables et de restreindre la liberté individuelle, la liberté d'expression, notamment la liberté de la presse, du droit de réunion et d'association. Ça vous rappelle rien, ça ? Avec son entrée en vigueur, le Reichstag devient inutile, comme l'Assemblée l'est en ce moment pour nous, et Hitler gouverne par décret, comme Macron le fait avec son conseil restreint, qui ne produit pas de rapport et qui est donc privatisé. Les lois et décrets destinés à mettre la société allemande au pas se succèdent à un rythme effréné. Et que fait-on nous-mêmes ? On a des lois qui paraissent toutes les semaines, qui se contredisent les unes les autres et qui vous mettent au pas. Hein ? Alors comment c'est écrit là ? Comment est-ce qu'ils appellent ça ? Ils appellent ça un rouleau compresseur qui se met en marche. En marche, les amis, un rouleau compresseur qui se met en marche. Sous l'autorité du Gauleiter se trouvent placés les chefs politiques de rang inférieur, les Kreisleiter, donc sorte de sous-préfet politique,
Les Ortsgruppenleiter, chefs d'arrondissement de police politique. Bon, bref, en beaucoup d'endroits, les opportunistes surgissent. Et qu'est-ce qu'était finalement LREM et qu'est-ce qu'est toujours LREM? C'est la réunion des opportunistes de tous les camps, hein, pour profiter du pouvoir en écrasant la population. Les nazis se révèlent donc aptes à gouverner. Le travail de préparation au pouvoir mené depuis 1925 s'avère fructueux. La SS et son service de renseignement, le SD, investissent les polices des États fédérés. Les juristes du parti ou ralliés au parti multiplient dès février 1933 décrets et ordonnances qui abolissent l'état de droit, fin des droits et libertés fondamentaux, extension des pouvoirs de la police, dont les actes échappent pour l'essentiel au contrôle judiciaire. Est-ce qu'il faut que je relise? Fin à des décrets et ordonnances qui abolissent l'état de droit. Allez voir la déclaration des droits de l'homme et des citoyens si elle est respectée en ce moment même. Il n'y a plus un article qui tient. Fin des droits et libertés fondamentaux, extension des pouvoirs de la police, dont les actes échappent pour l'essentiel au contrôle judiciaire, mettre fin au pluralisme politique et syndical. Il s'agit, donc ils le redisent, le texte le redit, d'une véritable mise au pas, Gleichschaltung, de l'État et de la société. La propagande est hystérique. Les intimidations et censures se multiplient. Le pouvoir nazi impose aussi son langage à l'Allemagne. Bande de complotistes, va. Grâce au contrôle étatique des médias, une avalanche de slogans, de termes nouveaux, de symboles et de sigles s'abat sur le pays. Anti-vax, va. Victor Klemperer, professeur de philologie juif, interdit d'enseignement, note avec effroi dans son journal les effets destructeurs de cette nouvelle phraséologie qu'il nomme LTI, Lingua Tertii Imperii, langage du Troisième Reich. Elle annihile l'esprit, le discernement et jusqu'à la culture de ses utilisateurs. Les individus ne peuvent plus exprimer leurs opinions librement de peur qu'ils subissent de graves conséquences. Bon, les gens, ce que j'appelle les imbéciles, appellent ça le point Godwin. C'est une espèce de sarcasme qui dit que quand on veut, créer une argumentation, on peut utiliser facilement le régime hitlérien pour apeurer les gens et donc les attirer dans son camp argumentatif. Là, ça suffit. Si vous voulez réécouter comment Hitler a comploté pour prendre le pouvoir et établir le régime nazi, remettez un petit peu l'émission en arrière et réécoutez la façon dont il a opéré. Et vous verrez que ce que fait Macron et le gouvernement macroniste, ce que fait LREM, et c'est pour ça qu'ils sont sans cesse associés à des nazis. Ils le sont de fait. Ils utilisent les mêmes manières. En termes de complot pour la prise des pleins pouvoirs, ils ont fait exactement les mêmes choses qu'Hitler l'a fait 70 ans en arrière. Et je crois que vous devriez donc bien réécouter quand même un petit peu cette émission et ses différents aspects, donc d'histoire du complot, ce que dit Machiavel et que les riches et les puissants lisent beaucoup pour mettre au pas les peuples, la façon dont l'armée, déploie des complots pour accéder à des fronts, ce que fait aussi d'une certaine manière, la Macronie, et la manière surtout dont les pires dictateurs, parce que, par exemple, le passeport intérieur, je vous rappelle que c'était une idée du stalinisme, et que le stalinisme, c'est l'Union soviétique, et que l'Union soviétique, c'est le communisme, et que le communisme, c'est celui qui a fait le plus grand génocide de l'histoire de l'humanité tout entière. Donc, vous pouvez très bien accepter le passeport intérieur, vous pouvez très bien, tolérer les mesures de la Gleichschaltung, parce que je vois pas comment l'appeler d'autre, c'est une Gleichschaltung, ce que nous fait Macron, avec une prise de plein pouvoir, avec un règne par décret, et donc les décrets, ce sont des vieux trucs d'ancien régime, pré-révolutionnaires, où les assemblées n'ont rien à dire, et donc tout ça, je le redis encore et encore,
pue la dictature totalitaire qui s'installe, et ça serait bien que vous vous en rendiez compte, hein, que vous arrêtiez de faire les naïfs. Il n'y a pas de complot, tout le monde est gentil, tout le monde veut notre bien, les politiciens, les entreprises travaillent jour et nuit en pensant à notre santé. Putain, mais réveillez-vous, quoi. Vous croyez que vous vivez dans le monde des bisounours ou quoi? Donc prenez un petit peu de recul grâce aux enseignements et aux lectures historiques que j'ai essayé de vous faire dans cette émission. Tâchez un petit peu de comprendre la situation au regard de l'histoire, parce que c'est en regardant toujours dans le passé qu'on arrive beaucoup mieux à se situer dans le présent et qu'on est plus apte à se projeter convenablement dans l'avenir. D'accord? Donc bon voilà, là j'ai été un petit peu rude avec vous. J'aimerais finir sur une note plus légère. Je suis content d'avoir fait cette émission. Alors dans une émission précédente, j'avais dit que j'en ferais une sur le complot. Je l'avais dit un petit peu légèrement. Finalement, depuis lors, ça m'a trotté dans l'esprit et je viens de le faire. Je sais qu'elle est un peu longue, mais je sais aussi qu'elle est importante, qu'elle vous fournira des enseignements et qu'elle vous permettra peut-être de grandir pour ceux qui voilà, sont un peu naïfs. Ça vous permettra de vous rappeler que des complots, il y en a toujours eu dans l'histoire, que c'est même la routine dans l'histoire de l'humanité, que il ne s'agit pas, c'est ce que j'ai essayé de vous faire voir à travers différentes parties de mon émission, que les complots, ça n'est pas toujours des grands complots internationaux avec des coalitions gigantesques et beaucoup de fric derrière, mais que, eh bien, des petits complots pour évincer quelqu'un, pour tricher, pour avoir un diplôme, eh bien, il y en a dans la vie courante, hein, et que donc c'est vraiment loin d'être extraordinaire et loin d'être une exception, mais au contraire, c'est une option stratégique inhérente voilà, aux hommes et aux femmes qui n'ont pas beaucoup d'honneur, pas beaucoup de dignité, et qui sont prêts à utiliser tous les moyens pour arriver à leur fin particulière étant dans leur esprit hein, individualiste et opportuniste, étant supérieur à l'intérêt de tous les autres. Et puis voilà, s'il faut écraser des gens pour être un petit peu plus riches, on écrasera des gens pour être un petit peu plus riches. Et puis s'il faut aller fouiller un petit peu dans les comptes de François Fillon parce que on pense qu'il peut arriver au second tour pour... je le défends pas, hein, je l'emmerde comme tous les autres politiciens, mais si... s'il faut fouiller un petit peu dans ses comptes pour faire sortir une histoire de costume à 30 000 euros, ce qui ne représente rien hein, dans leur classe sociale, 30 000 euros, hein. C'est ce qu'ils gagnent en 3 mois, hein, 30 000 euros. Bon, bref, voilà, et ben, on ourdira un complot, on fera ressortir ça dans les médias qu'on possède, et puis on le salira, hein, par cette manière-là. Voilà, tous les coups sont permis. Et c'est malheureusement une doctrine hein, un peu pragmatiste qui court depuis des siècles et des siècles. Hein, alors, on a, je dirais, deux optiques différentes de la maxime. Hein, ceux qui disent, bien voilà, la fin justifie les moyens. La deuxième doctrine opposée qui dit, toutes les fins ne justifient pas d'utiliser tous les moyens. Et puis, moi, je crois que j'en ai une troisième à vous proposer pour terminer cette émission, celle de dire que ce serait pas mal d'améliorer les moyens pour se projeter vers de meilleures fins. Voilà, je vous remercie. C'était la 11e émission de Radio Résistance Démocratie, intitulée Histoire du complotisme. Je vous dis à très bientôt pour une émission numéro 12, dont j'ai pas encore rédigé voilà, le thème. On verra bien. Ça sera la surprise.